Très bien, alors on va donc enchaîner avec la deuxième seconde interview de l'après-midi, donc Laurent Malo, qui est auteur. Alors, il se trouve que ton dernier opus, qui s'appelle d'ailleurs OP, pour obsolescence programmée, est un thriller, roman noir, enfin c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est d'ailleurs le début d'une série. Donc, dans le roman policier, tu t'es fait un vrai nom, une vraie place, mais tu n'écris pas que du polar, loin de là, tu es très éclectique. Et tu as écrit notamment des romans pour la jeunesse, tu as fait des fictions radiophoniques. On vient de laisser Jacques Pradel, qui était un pilier de France Inter dans les années 70-80. Et toi, tu as fait des pièces radiophoniques pour Inter et Culture dans les années, alors un peu plus tard, hein, on peut le dire. Oui, bonjour à tous. Déjà, oui, j'ai dû commencer entre 2000 et 2015. Voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les fictions radiophoniques. Vous avez déjà écouté des pièces radiophoniques, c'est du théâtre parlé? Oui. C'est entre le théâtre et le cinéma, sauf qu'il n'y a pas l'image, évidemment. Et ce qui est génial, c'est avec des acteurs de théâtre, alors, parce que ça s'enregistre le lundi il n'y a pas de théâtre. Donc c'est tous les acteurs qu'on voit au théâtre ou dans les seconds rôles au cinéma, qu'on retrouve, qui sont souvent des pointures de théâtre, et on fait des trucs géniaux. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver, de faire la lecture autour de la table avec ces acteurs-là, que je connais pas forcément, mais à les écouter. Notamment, une fois, ils étaient 8 à jouer les rôles, et puis je me dis, mais je connais, mais je voyais pas sa tête. Et à un moment, je me dis, bien sûr, mais c'est Robert Redford. Et c'était Claude Giraud. À la voix française. À la voix française, ah, oui. C'était Claude Giraud. J'ai eu la même chose avec la voix française c'était Jacques France, un super acteur de théâtre, qui est la voix française de Robert De Niro. J'en ai eu plein comme ça, tous les super acteurs qu'on voit. Oui, on reste dans les voix mythiques de la radio, et c'est le lien avec la... Ouais, ça, c'était une super expérience. Ouais, tu as fait ça pendant quelques années quand même. Oui, j'ai fait ça pendant 15 ans, j'en faisais 2-3 par an, et c'était vraiment une super expérience. Et ça apprenait à apprendre différemment, à écrire différemment. Parce que là, on est obligé d'écrire sans l'image. On n'a que le son, donc il va falloir que ça passe. Alors il y avait un bruiteur évidemment, hein, mais il faut arriver à modifier son écriture pour être certain que ça passe à l'oreille. Voilà. Donc c'est fiction radiophonique, des romans pour la jeunesse, des romans beaucoup plus, comme on dit, de littérature blanche aussi. Oui, oui. Donc très éclectique, c'est un choix pour toi, tu te laisses guider, tes choix sont un peu selon l'humeur du moment, ou qu'est-ce qui déclenche finalement une envie? Réellement, ce qui va motiver mon écriture, c'est un thème. C'est quelque chose que je vais avoir envie de défendre. Parfois, comme j'ai écrit aussi du scénario, du théâtre, chaque histoire va plus s'adapter soit au roman, soit au scénario, soit au théâtre, ça va dépendre de l'histoire. Mais souvent, c'est un thème. Par exemple, quand j'ai écrit Que Dieu lui pardonne, alors c'est le seul que j'ai pas ici d'ailleurs, j'en fais la pub, mais je vais montrer d'autres livres pendant que tu parles. Que Dieu lui pardonne, ça parle de la violence familiale. Et il se trouve que j'avais vu un documentaire sur la violence familiale et sur la situation pour les enfants. Et il se trouve qu'il y avait 300 cas en instance simplement au tribunal de Bobigny. On n'était que à Bobigny. Et c'était des enfants qu'il fallait sortir de l'enfer tout de suite, quoi. Et ça, c'était des cas qui n'avançaient pas. Donc je me disais, en tant que romancier, je dois pouvoir écrire. Ça sert aussi à ça, d'écrire. J'apporte pas forcément des réponses, mais au moins je pose des questions. Et je trouve qu'il est là aussi la responsabilité d'auteur, enfin, que moi je prends comme ça, hein, même si parfois je fais des choses plus légères. Mais en tout cas, je me sens aussi une responsabilité d'auteur, d'artiste, mais c'est un bien grand mot, de pouvoir défendre certaines choses, de les dénoncer, et souvent, c'est ce que j'ai fait dans mes romans. C'est un point commun avec Olivier Norek, bien sûr, qui nous disait hier qu'il ne faisait pas vraiment de polar quand il en faisait, mais qu'il faisait de la littérature noire ou thriller. Noir plutôt, c'est-à-dire dans laquelle la dénonciation d'un problème sociétal ou d'un fait sociétal est finalement le moteur. Hein, et que le polar ou l'enquête policière est plus un prétexte qu'autre chose. Exactement, exactement. Alors dans ton dernier roman, mais encore une fois, on aurait pu prendre un autre, mais il se trouve que c'est peut-être un peu plus l'actualité, donc OP pour obsolescence programmée, c'est le
début d'une, quoi, même pas une trilogie. Combien de romans tu penses? Non, on verra si on fait une saison, 2 saisons, je sais pas. Chaque année, tu vas en faire un, c'est ça? Oui, probablement comme ça, oui. Alors, obsolescence programmée, c'est pas... quand on entend ce terme, on pense tout de suite au matériel chinois, ou pas que chinois d'ailleurs, qui dure pas très longtemps. Mais pour toi, l'obsolescence programmée, c'est celle de l'espèce humaine, la civilisation, ouais. Qui arrive un peu au bout, on va dire, en bout de piste. Et ce premier opus donc de cette première saison, de cette série, elle est quand même très spectaculaire, puisque alors, on commence dans un petit village qui se situe en Savoie, c'est ça. Ouais. Et ce petit village d'Origny, qui a 2000 habitants, qui n'existe pas vraiment, si. Alors, j'ai changé le nom, c'est l'endroit où je vais au ski, mais il ne faut pas le dire. Parce que j'ai vérifié en bon journaliste, je me suis dit, tiens, Dorigny, pour moi c'est en Suisse. Et en fait, il y a un Dorigny en Suisse. Mais, oui, bah, je te dis. Non, j'ai changé. Alors, ceux qui habitent là-bas savent que c'est là, mais en fait, non. Et alors, dans ce petit village, donc, que tu connais bien, à 1700 mètres d'altitude, petite ville de 2000 habitants, en quelques heures, quelques jours, tout à coup, de manière totalement inexplicable, un vent de panique va s'abattre sur la population parce que, successivement, d'heure en heure, une série, alors d'abord de quoi? De suicides. De suicides, oui. Et puis ensuite, c'est plus que des suicides et ça devient carrément catastrophique. Oui, ça devient des meurtres, oui. Au départ, il y a trop de suicides pour que ce soit naturel, surtout pour une petite ville comme ça. Donc, il y a autre chose. Et comme ça suscite la peur, et c'est là que... C'est souvent un prétexte quand j'écris, moi c'est un habillage, mais souvent c'est pour dénoncer des choses. Et souvent la peur va conduire à une certaine agressivité, et quand on a peur, il va falloir qu'on trouve un coupable. Et dans cette ville de Dorigny, on va chercher des coupables. Au départ, un psychiatre, après le tourneur, une secte qui est dans la montagne, mais qui n'a pourtant jamais fait parler d'elle, et on va accuser un peu progressivement, tout le monde est visé. Tout le monde est visé jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Sauf que petit à petit, on va comprendre que tout le monde est potentiellement aussi un assassin. On peut devenir, on peut soit se suicider, soit entraîner un proche dans la mort. Et pour moi, c'est ça, c'est l'obsolescence programmée de la civilisation, de chacun va s'autodétruire. Mais tout ça, alors évidemment, c'est construit comme un thriller d'anticipation. Mais pour moi, ça reste une métaphore de ce qu'on vit aujourd'hui. Pour moi, je ne comprends pas comment on arrive aujourd'hui, dans notre société, à ne pas faire plus attention à l'autre et puis à prendre des décisions, on le sait très bien, qui vont nous détruire. Que ce soit en médecine, que ce soit en écologie, on fait n'importe quoi. Ou les guerres qu'on voit aussi, en ce moment, on fait n'importe quoi, on marche sur la tête. Mais pourtant, ça continue. Donc en fait, ce que ce roman nous dévoile, et c'est ça je trouve son véritable moteur, c'est comment cette peur fondamentalement profonde, qui viscérale, je dirais, va s'emparer progressivement, même des plus rationalistes, et de ceux qui ont le plus la tête froide, et qu'à un moment donné, quand ça devient absolument hallucinant et incompréhensible, chacun va basculer à sa manière, et on rentre dans une situation qui ne laisse finalement plus aucune prise à la raison, et finalement tout le monde bascule. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est une espèce de chaos, qui laisse tout le monde chaos debout, parce qu'il va falloir réagir, parce que malgré tout, dans une société qui s'effondre et aussi vite, il va quand même falloir réagir. Donc la vraie question, c'est à qui je fais confiance. Et là encore, c'est une métaphore aujourd'hui. À qui est-ce qu'on fait confiance? À l'autre, on se méfie tellement de tout le monde. Et pourtant, il va falloir reconstruire une société. Il va quand même falloir se battre pour arriver à ramener de l'ordre, de la justice, et arriver à faire un monde viable. Et, encore une fois, pour moi, c'est un prétexte, c'est un peu un jeu, c'est un habillage, le thriller d'anticipation comme ça, qui se lit comme une série Netflix, mais n'empêche qu'à l'intérieur, il y a des vraies questions. C'est une vraie réflexion sur le monde, c'est une métaphore, sur le monde qu'on est en train de vivre, de se construire, et qui nous détruit.
Et alors, comme dans une série Netflix, alors c'est tout sauf des zombies, puisque c'est des gens comme vous et moi. Hein. Et justement, c'est ça le mystère. Comment peut-on basculer on rentre vraiment dans des scènes dont on sait que... On voit que tu aimes l'image, la fiction, le cinéma, les séries, que tu as cette vision cinématographique dans ton écriture. On bascule vraiment dans des scènes extrêmement angoissantes, où vraiment il faut être le premier à tirer parfois, où on est menacé en permanence, où les coups peuvent tomber de tous les côtés, on ne sait plus à qui se fier, et parfois même son meilleur ami peut se retourner contre soi. C'est ça, parce que ce qui se passe, je ne vais pas dévoiler grand-chose, puisque ça arrive assez vite, après cette vague de suicide arrive une vague où à chaque fois qu'on sombre dans le sommeil paradoxal, c'est-à-dire au bout de 2 heures de sommeil, dans le sommeil profond, c'est là que se déclenche un phénomène qui fait qu'on va se réveiller potentiellement suicidaire ou assassin, et sans aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut assassiner ses parents, sa femme, son fils, et donc on est obligé de remettre en question sa confiance en l'autre, et remettre la confiance en quelqu'un qu'on a appris d'aussi proche et qu'on a appris à aimer, et en qui on a eu confiance toute sa vie. Pour moi, c'est ça la peur ultime, parce que c'est pas identifiable. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu The Walking Dead, la série avec les zombies. En fait, ça perd de son intérêt. Enfin, les zombies perdent de leur intérêt assez vite au bout de la 2e saison. On a compris que c'est eux les méchants. Ils sont identifiables. Par contre, là où la série redevient intéressante, c'est quand les humains, les survivants, eux, se comportent comme des vrais salauds. Et que ce soit je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a un dans la 3e saison là, qui est un vrai salaud, ou après il y a le fameux Negan. Là, c'est des gens qui n'ont plus de limites, mais c'est des gens comme vous et moi. Mais justement, ça me fait penser un peu à une autre série qui s'appelle The Last of Us, où il y a un moment, avant que le virus ne s'exprime, les personnes qui ont été contaminées ont l'air tout à fait normales, et puis elles peuvent d'un instant à l'autre se retourner contre leurs proches, et il faut les abattre avant que ce soit trop tard. Et j'ai retrouvé un peu l'esprit de Last of Us. Ouais. Oui, je crois qu'on est dans la 2e ou 3e saison. Et alors c'est pas les mêmes raisons, hein. Enfin a priori, sauf si dans tes prochains livres tu vas révéler quelque chose. Mais toi tu explores alors. Il y a quand même ce qui serait proche de Last of Us. Il y a quand même cette idée qu'il y a une virologue dans cette histoire. Oui. Et on a quand même peur que ce soit elle qui ait amené un virus de l'étranger qui contamine tout le monde. Il y a quand même cette hypothèse à un moment. Oui, et puis on va l'accuser parce que de toute façon, c'est toujours en cas de crise, il faut très vite, vous l'avez vu dans plein de situations, il faut tout de suite un responsable, un coupable. Mais dans les heures qui viennent, il faut un coupable. On est peut-être programmé comme ça, je ne sais pas, vous voyez bien aux infos, dès qu'il y a eu un crime quelque part, il faut tout de suite qu'on ait les explications, qu'on accuse, et puis après peut-être on s'est planté, mais c'est trop tard. On a quand même accusé, mais il faut des réponses tout de suite. Et là, on va l'accuser tout de suite parce que ça ressemble à un virus. Elle est virologue, donc on va dire, bah oui, ça vient d'elle. Forcément. Mais la vie est plus complexe que ça. Tu évoques aussi une autre piste qui est vite abandonnée, mais qui est intéressante, c'est l'effet Werther, c'est ça ? Alors, l'effet Werther, c'est quelque chose qui a été démontré par un psychiatre américain qui dit que plus vous êtes confronté à des suicides, ou simplement si on en parle autour de vous ou dans les médias, plus vous avez de chances de vous suicider à votre tour. C'est ce qu'on appelle l'effet Werther. L'effet d'entraînement, quelque sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y a quand même des personnages très importants dans ce roman qui sont un peu la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, il faut qu'on s'y attache pour être particulièrement choqué et troublé quand, par hasard, leur vie va basculer à cause de cette épidémie. Ces personnages que tu appelles d'ailleurs des désaxés, hein, ce sont ceux qui vont basculer. Et parmi ces personnages clés, il y a cette lieutenant de gendarmerie, Paula Consigny, qui est vraiment la colonne vertébrale. Oui, c'est une jeune femme, c'est une gendarme qui vient de passer lieutenante et qui a perdu, le capitaine est déjà mort, et elle se retrouve toute seule à devoir gérer ça, et puis sa hiérarchie
qui commence à se méfier de ce qui se passe à Dorigny, il va lui envoyer personne. Donc elle est obligée. Pas de renfort, hein, c'est ça. Pas de renfort. Elle est obligée de garder, de gérer toute seule une situation hyper chaotique. Et pour combien de temps? Pour combien de temps est-ce qu'elle va se lever le matin en étant toujours raisonnée? Est-ce qu'elle va pas à son tour basculer et devenir une désaxée? On ne sait jamais. À chaque jour qui passe, on ne sait pas ce qui va. Oui, parce que si c'est quand on dort, tout le monde est obligé de dormir. Ben voilà, c'est ça. C'était ça qui était intéressant, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de dormir. Et on peut s'empêcher plein de choses, mais pas de dormir. Dormir, on tient. Manger, on peut pendant quelques jours dormir toutes les 24 heures maximum, et puis après, vous dormez. Mais comment est-ce que vous vous réveillez? Et donc Paola, elle est un peu la seule à tenir un petit peu la raison dans ce roman jusqu'au moment où elle-même. Elle finit par lutter pour sa propre survie, elle aussi. À chaque fois, puisque la situation est hyper chaotique, elle se demande aussi, elle, quand elle va basculer. C'est des questions légitimes. Quand on voit tout le monde en train de sombrer, on se demande si ça va pas être notre tour. Bien sûr, ouais, c'est ça. Donc progressivement, sur ces 2000 habitants, il y en avait 2/3 qui ont réussi à partir avant que ce soit trop chaotique. Il y a un tiers qui reste et qu'on place en quarantaine. Hein, on leur interdit de sortir. On dit même qu'on va les abattre à vue s'ils quittent le village. Hein, c'est ça? Il y a des soldats qui... Alors, on va tout dévoiler là. Alors j'ai pas le droit. Alors on oublie. Ouais, ça va trop vite là. Oui, bon, alors pardon, j'ai rien dit. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. J'en ai pas dit plus. Ouais, vous n'avez pas entendu ça. En tout cas, oui, c'est une situation en plus qui va vite. Ça se passe en quelques jours. Donc c'est ça qui est dur à gérer. C'est ça qui est dur à accepter. Surtout avec des gens. C'est aussi pour ça que je l'ai fait dans une petite ville de Savoie de 2000 habitants, où tout le monde se connaît. Et ça n'aurait pas fait le même effet à Paris, où on est dans une grande ville, où on est des anonymes. Mais là, on est dans une petite... c'est pas un village, mais dans une ville où tout le monde se connaît. Donc on sait qui est l'autre. Ça touche de savoir qu'il y en a un qui s'est suicidé, un qui a tué... on se connaît tous, donc je trouve ça encore plus angoissant comme ça, parce qu'il y a une vraie proximité. D'ailleurs, tu mets en scène des patrons d'hôtels, patrons d'auberges de jeunesse, des élus municipaux, un prof de maths, qui va jouer un rôle important, une anecdote, un peu une incise dans l'affaire, mais enfin qui sauve un peu le village. On va pas en dire plus, mais il a un rôle important, ce prof de maths. Oui, il sauve un peu tout le monde, oui. Mais... Il y a des alcoolos, il y a des gens un petit peu comme dans un vrai village, quoi. Oui, c'est ça. Et malgré ça, c'est toute la difficulté. C'est comment on retrouve une solidarité et une façon de vivre ensemble, et comment on se protège les uns les autres. Et là, j'invente rien. Pour moi, je raconte ça dans une fiction qui se passe dans un village de Haute-Savoie, mais pour moi c'est la vie, ça. Comment on fait aujourd'hui pour être solidaire et pour pas se méfier des autres et pour pouvoir et vivre ensemble. On fait tout l'inverse. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette envie? Est-ce que c'est du pessimisme, la fin du monde, on arrive au bout de... Est-ce que c'est dystopique? Non, c'est pas dystopique du tout. Enfin, j'espère que ça l'est, mais je suis pas sûr. Ce qui m'a inspiré au départ, vous vous souvenez peut-être de ce fait divers? C'est un pilote allemand qui avait, je ne sais plus combien, 250 passagers à bord, qui a planté son avion délibérément. Vous vous souvenez de ça? Ouais, c'était dans les Alpes. Oui, c'est pas très vieux. Ouais. Quoi, il y a 7-8 ans? Ouais, c'est ça, ouais. Dépressif. Oui, dépressif. Ouais, mais chaque fois qu'on a une dépression, ouais, c'est ça. On embarque un avion. Ouais, ça fait mal quand même. Comment? Oui, c'est ça. Oui, Barcelonnette. Ouais, c'est ça, ouais. Et en même temps, tous ces... Moi, à chaque fois, ça me choque, ces mamans ou parfois ces papas qui sautent du 8e étage avec leurs enfants dans les bras. Les gamins, ils n'ont rien demandé. Mais après, si on extrapole un peu plus loin, les industriels qui balancent des produits hyper toxiques dans les rivières, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que de toute façon, à un moment, ça va leur revenir dessus. Ou simplement, ceux qui élèvent des saumons en mer du Nord, là, ils savent très bien que leurs saumons sont pleins de cyanure. À un moment, ils vont en manger aussi. Donc, il y a une espèce de suicide aveugle de tout le monde. On fait tout ça, mais pourquoi on fait ça, quoi?
Là, j'ai pas la réponse. Ce que tu veux dire, c'est qu'on le fait délibérément et on se demande bien pourquoi. Oui, alors sûrement qu'il y a l'argent en jeu. Enfin, on voit à court terme. Il n'y a que ça. On voit à court terme, mais on ne voit pas les conséquences. C'est complètement crétin quoi, de ce qu'on est en train de faire. Mais on ne bouge pas. Un mot quand même, peut-être sur le plan local, parce que tu habites, et nous habitons d'ailleurs, Oui. à Étampes, à une trentaine de minutes d'ici, donc pas très loin, dans le département. Et tu as aussi des romans ou des livres qui impliquent, on va dire, l'Essonne et le local. Hein. Oui, alors j'ai écrit une trilogie de thrillers. Le premier s'appelle L'Abbaye Blanche avec le lieutenant Gange. Et il est dans le Jura. Et après, avec ce qui s'était passé à l'intérieur, il fallait qu'il soit muté. Et moi, j'habitais à Étampes depuis 7-8 ans. Je me suis dit, bon, il va être muté à Étampes, hein, parce que là, je connais bien. Et donc, j'ai fait le deuxième qui s'appelle Sème la mort. Tout se passe dans Étampes. Et j'ai fait le troisième qui s'appelle The One. Il habite toujours Étampes. Ça rayonne un petit peu plus autour d'Étampes. Mais voilà, ça, c'est local. Et d'ailleurs, les Étampois, ils ont commencé par le deuxième. Ils ont eu principalement Sème la mort après The One. Et puis après, ils sont revenus vers l'Abbaye Blanche. Ça leur a servi de préquel. Mais oui, voilà, les gens se reconnaissent là. J'imagine que vous êtes déjà passé à Étampes. Donc vous reconnaîtrez. Et tu les as ici, ceux-là? Oui, je les ai ici. Voilà. Est-ce que vous avez une ou des questions pour Laurent Malo? Oui. Comment réagissent alors les personnes, les villageois là, comment réagissent après la lecture de vos livres à Étampes par exemple, et dans votre petit village que vous ne voulez pas citer? Pour l'instant, oui, dans ce village dont je tairai le nom, pour l'instant ils n'ont pas lu, donc je ne sais pas. Par contre, à Étampes, alors je croise beaucoup de gens. C'est rigolo parce que moi j'habite à Étampes depuis 2007, je crois. Et je croise des gens qui ont 60 ans, qui vivent là-bas peut-être depuis toujours, qui le lisent, qui viennent me voir et qui me disent ah oui, c'est exactement ça, hein, je suis retourné voir telle rue. Et bien sûr, vous habitez là depuis 60 ans, j'ai rien changé. Moi, je me promène pareil que vous. La place Saint-Gilles, par exemple. Très jolie place. Hein. Classé au monument historique. C'est marrant de savoir. C'est une ville qu'ils connaissent par cœur. Et ils vont voir des rues qu'ils connaissent par cœur. Ils ont toujours été comme s'ils allaient. Mais c'est ton regard à toi qui les interpelle, non? Est-ce que tu vas le détail que tu vas donner? Oui, peut-être. Alors, à un moment, je parle de chats dans une rue. Et il y a une dame qui m'avait dit moi, je les ai pas vus, les chats. Oui, enfin, c'était dans le roman, quoi. Mais j'ai une autre anecdote c'est ma femme qui lisait, c'était Sème la mort, qui venait de le lire. Et puis, dedans, il y a une scène avec une voiture qui flambe. Et puis, un crime. Et elle était dans son école, parce qu'elle était prof à l'époque. Et elle entend les voitures de pompiers et de police. Et son premier réflexe, c'est ah bah oui, parce qu'il y a eu un crime là-haut. Et non, ça c'est dans le roman, quoi. Confusion entre réalité et fiction. Oui, complètement, la confusion. Ouais, ça je trouvais ça marrant. C'est drôle. Ouais. Une ou deux ou d'autres questions? Non. Merci beaucoup, Laurent, de ta participation. Laurent Malo, que vous retrouvez juste ici. Voilà, c'est ouvert. Il va rejoindre son stand. Merci beaucoup. Et merci à tous de votre attention. Bon après-midi. Bonne fin de salon.